Bonjour, dans cet épisode, je vais revenir sur une constatation que j'ai pu faire en échangeant avec quelques personnes ou en lisant vos commentaires. Parce que je vois souvent des choses qui me poussent à réagir au fond de moi, mais qu'il me serait impossible de traduire posément en une seule réponse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que tout ce que je vous dis dans mes podcasts part d'un bon sentiment et n'a d'autre but, comme je vous l'ai dit dans mon précédent épisode, que d'essayer de vous faire voir les choses sous un nouvel angle. Ce ne sont évidemment que des conseils, parce que j'ai envie d'avoir un rôle d'agitatrice de conscience, d'être une vraie bonne amie qui ose vous dire que peut-être vous vous trompez, que peut-être vous pourriez faire autrement pour changer les choses qui vous dérangent ou dépasser vos blocages. Dans mon dernier épisode, je vous ai parlé de confiance en soi pour essayer de vous convaincre que vous pouvez techniquement la développer. Mais il peut y avoir aussi d'autres problèmes qui peuvent vous empêcher de réussir à faire bouger les choses, et notamment le fait de ne pas savoir comment vous lancer dans un nouveau projet. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de consacrer ce podcast à ce sujet. J'ai reçu de gentils commentaires sur mes premiers podcasts où je vous raconte mon parcours personnel, et j'en suis ravi. Je ne peux pas dire que j'ai fait des choses exceptionnelles. J'ai juste suivi mon chemin. Par contre, je peux dire que j'ai toujours choisi de faire des choses qui me plaisaient, parce que j'aurais eu beaucoup de mal à me forcer à faire quelque chose qui ne m'aurait pas plu. Par contre, il faut que les choses soient bien claires. J'ai dû me bouger à chaque fois. Personne n'est jamais venu me prendre par la main pour me dire « Tiens, je te donne le pouvoir de faire ceci ou cela ». Non, j'ai dû apprendre, j'ai dû être sérieuse, j'ai dû être persévérante, j'ai dû me donner les moyens d'y arriver et j'ai envie de vous dire que c'est normal. Du coup, quand je lis des commentaires du style « Oh, vous avez de la chance, j'aimerais trop être créatif comme vous. Oh, j'aimerais trop faire ceci ou cela », j'ai envie de vous répondre que personne ne va le faire pour vous. Et que même si vous êtes bien entouré par une gentille famille et peut-être par plein d'amis, ça ne changera rien. Il n'y a que vous qui puissiez choisir votre vie et faire ce qu'il faut pour y arriver. Je vais donc dans cet épisode revenir sur différentes situations de départ pour vous donner des conseils qui pourront vous permettre de dépasser vos blocages, qui sont souvent techniques et psychologiques. La toute première chose qui nous bloque et nous empêche de nous lancer dans un nouveau projet, quelle que soit notre situation de départ, c'est souvent la peur de l'échec et le manque de confiance en soi, voire le manque d'estime de soi. Je vais donc commencer par cette fameuse peur de l'échec, qui peut carrément nous amener à penser qu'il vaut mieux ne rien tenter, qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Alors bien sûr que si vous voulez tenter de sauter d'un toit d'immeuble à l'autre et qu'en cas d'échec vous risquez de mourir, je vous dirai de ne pas le faire. Mais si le risque est de recevoir une réponse négative à une candidature spontanée pour un emploi ou le risque que votre projet ne réussisse pas, je vous dirai de foncer, de tenter et d'oser prendre ce risque en mettant toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Et si, dans le pire des cas, ça venait à ne pas réussir, il vous suffirait alors de le prendre comme une expérience et non comme un échec. Nelson Mandela a une belle façon d'illustrer cette idée en disant « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et c'est à mon avis exactement comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas une question de positivité, c'est une vérité. L'échec est toujours constructif, si on parvient à mettre de côté notre ego et à le prendre comme une leçon, une expérience qui peut nous apprendre une multitude de choses. C'est bien connu que l'on apprend plus de ses erreurs, et j'en suis sûr que vous le savez déjà. La pire des situations vues sous cet angle est de penser aux regrets que vous pourrez avoir si vous n'essayez pas. Maintenant, pour prendre confiance en vous et oser vous lancer, il y a des techniques simples qui pourront vraiment vous aider, comme la préparation, l'organisation, la mise en place et l'évaluation de votre projet. C'est simple et c'est même des choses que vous faites au quotidien, dans votre vie sans vous en rendre compte. Alors c'est vrai que l'on n'emploie pas souvent le mot projet dans notre quotidien. Avant de vous parler des exemples, je vais revenir sur sa définition. Un projet est une image d'une situation, d'un état que l'on veut atteindre. Faire un projet, c'est juste se projeter dans l'avenir en choisissant un but à atteindre ou une situation. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques exemples. Quand un enfant dit « Quand je serai grand, je veux être pompier », c'est un projet. Quand vous décidez de partir en voyage en famille, c'est un projet.
Quand vous décidez d'aller faire les courses, c'est un projet. Quand vous décidez de faire un cadeau à une amie, c'est un projet. Quand vous décidez de faire un régime, c'est un projet. Vous avez une situation de départ et vous devez faire plusieurs choses, plusieurs étapes pour arriver à votre objectif, votre point d'arrivée. Selon les projets, les étapes pour y arriver seront différentes. Et au quotidien, nous n'avons tout simplement pas l'habitude de réfléchir de cette façon parce que les choses deviennent naturelles et machinales. Nous n'avons plus besoin de réfléchir pour le faire. Si on prend l'exemple du projet d'aller faire les courses, le truc que tout le monde fait quand son frigo est vide. En 1, on constate que son frigo est vide. En 2, on fait une liste de courses, pas toujours à l'écrit, mais au moins mentalement. En 3, on prend ses sacs à courses et peut-être son sac à surgeler pour les personnes bien organisées. Sinon, on achète des sacs à chaque fois. En 4, on prend sa voiture ou le bus pour aller au magasin. En 5, on fait le tour des rayons pour remplir son caddie. En 6, on passe à la caisse. En 7, on ramène les courses jusqu'à la maison. Et en 8, on range ses courses. Il aura donc fallu 8 étapes pour partir du constat que son frigo est vide et arriver à ce qu'il soit à nouveau plein. Dans toutes ces étapes, il y a la préparation, l'organisation, la mise en place et l'évaluation pour le projet de remplir son frigo. L'évaluation, c'est quand vous êtes en train de repenser à votre liste de courses pendant que vous rangez et que là vous vous dites « Eh mince, j'ai oublié de noter le beurre et j'en ai plus ». Si j'ai choisi cet exemple, c'est pour qu'il vous parle bien. C'est un projet qui fait tellement partie de notre quotidien que l'on n'y pense jamais de cette façon. Mais c'est exactement de cette façon que vous devez penser pour n'importe quel projet que vous souhaitez réaliser. Tout ceci étant dit, je vais donc revenir à l'élaboration de votre projet, qu'il soit professionnel ou personnel. La toute première chose à faire, c'est de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, sans vous mettre de limites et sans penser à ce que vous savez ou pas faire. Vous devez vous fixer un but qui, pour l'instant, et j'insiste, peut aller jusqu'à ce que vous rêveriez de faire. Je reviendrai plus loin sur les contraintes et sur tout ce qui peut poser problème pour votre projet. Mais dans un premier temps, vous devez viser ce que vous souhaiteriez vraiment faire. Comme l'a si bien dit Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc, vous allez choisir. Par exemple, moi je rêverais de devenir infirmière ou couturière professionnelle ou animatrice d'activités manuelles ou ce que vous voulez. Vous aurez peut-être déjà une idée en tête rien qu'en m'écoutant, mais vous pourrez aussi avoir besoin de temps pour trouver votre projet. Tout simplement parce que vous n'avez jamais pris le temps ou eu l'occasion d'y réfléchir avant. Ce qui n'est absolument pas grave en soi. Certains projets peuvent demander du temps, de la réflexion et demandent aussi à mûrir pour être bien sûr de votre choix. Une fois que vous êtes décidé, vous aurez donc votre point de départ. La deuxième étape consistera alors à identifier toutes les différentes étapes qu'il vous faudra faire pour arriver à atteindre votre objectif. Que votre projet soit professionnel ou personnel, en règle générale, et sauf exception, il faudra connaître les connaissances et les compétences qui seront nécessaires. Il faudra peut-être aussi, selon votre projet, évaluer vos futurs besoins, qui pourront, selon votre projet, être des locaux, du matériel, des outils. Et enfin, il faudra réfléchir à sa faisabilité en termes d'études de marché selon votre région, selon les partenaires qui pourront vous aider. Alors c'est vrai qu'en lisant tout ce qu'il y a à faire de cette façon, vous pourrez vous sentir découragé. Mais il faut bien penser que vous devrez faire les choses les unes après les autres. Certaines étapes pourront vous demander plus de temps que d'autres, selon ce que vous savez déjà, selon vos moyens et aussi selon ce que vous avez comme objectif. Pour être clair, votre projet sera plus long si vous choisissez un métier que vous ne connaissez pas du tout, que vous devrez tout apprendre avec l'objectif de vous installer à votre compte. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une boutique de relooking de meubles et que vous ne savez pas du tout bricoler, vous devrez commencer par apprendre les techniques qui vont vous permettre de préparer les meubles, puis apprendre les techniques pour ouvrir et gérer votre boutique. Il vous faudra bien sûr déjà prévoir tout ce temps d'apprentissage pour ensuite préparer votre installation, trouver des locaux, des financements.
J'ai choisi volontairement cet exemple qui va demander beaucoup d'étapes, parfois longues. Votre projet sera effectivement long à préparer et à mettre en place. Cependant, si vous aimez le bricolage, il peut être réalisable. Vous pourrez par exemple essayer de commencer par des formations et avancer étape par étape jusqu'à atteindre votre objectif. Maintenant, si vous souhaitez devenir animatrice d'atelier parce que vous avez déjà quelques connaissances et quelques compétences manuelles et artistiques, votre projet aura beaucoup moins d'étapes puisque vous n'aurez alors qu'à vous former aux compétences qui peuvent vous manquer, par exemple la pédagogie, la gestion du public, que vous pourrez apprendre très facilement par une formation et ensuite postuler un poste d'animatrice dans une mairie, dans une association ou dans une maison de retraite selon le public avec lequel vous souhaiterez travailler. Ce genre de projet est évidemment beaucoup plus facile et vous arriverez plus vite à atteindre votre objectif. Dans un monde idéal, je pourrais m'arrêter là en vous disant donc qu'il s'agit juste de choisir et, comme nous l'avons vu, de préparer les différentes étapes pour mener à bien votre projet. Mon caractère me pousse à vous encourager à toujours privilégier vos envies et à tout faire pour réaliser votre rêve quel qu'il soit. Il faut pourtant, pour que mes conseils soient judicieux et aussi pertinents que l'ambition que je leur donne, toujours garder une petite dose de réalisme. Parce qu'on n'est pas toujours libre de faire tout ce que l'on a envie comme on en a envie au moment où on en a envie. Parce qu'on peut avoir des contraintes familiales ou des contraintes financières qui ne nous permettent pas de réaliser notre projet. Et pourtant, vous n'êtes pas obligé de l'abandonner. Vous pourrez par exemple le préparer pour plus tard. Le côté positif, c'est que vous aurez le temps de faire les choses sans vous presser. Imaginons que vous avez encore des enfants à vous occuper et que vous ne pouvez pas travailler à temps plein. Vous pourrez commencer à y réfléchir, à vous renseigner, peut-être à faire des petites formations. Ou imaginons que vous avez un travail que vous ne pouvez pas quitter parce que tout simplement il vous permet de vivre, de payer votre loyer. Vous pouvez préparer votre projet comme une reconversion. Plusieurs possibilités s'offriront à vous, comme le compte personnel de formation, le CPF, qui, en tant que salarié, vous permet de cumuler de l'argent que vous pourrez utiliser pour financer une formation en dehors de votre travail. Il existe par exemple des formations que vous pourrez faire en ligne chez vous, en dehors de vos heures de travail, et d'autres qui se font en présentiel où vous aurez besoin de l'accord de votre employeur. En fait, vous pourrez de cette façon préparer votre reconversion à votre rythme. Encore une fois, j'insiste, mais c'est important. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Ça peut demander du travail et des efforts, mais je vous dis juste que ça peut être possible. Si vous avez écouté mes premiers podcasts, vous connaissez mon parcours et vous savez qu'en matière de projet, je m'y connais. En théorie, grâce à mes formations et à mes diplômes. Mais même avant, je crois que j'ai toujours eu des tas de projets. J'irai même plus loin. En y réfléchissant, je pense que je suis en projet en permanence. Je ne fais pas les projets les uns après les autres. En fait, j'ai toujours plusieurs projets à la fois. Déjà, j'ai des projets professionnels et des projets plus personnels comme ma chaîne YouTube, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus professionnels. Mais voilà, pour moi, vivre sa vie, c'est être en projet. Choisir de faire des études ou de faire un métier, choisir de se mettre en couple, d'avoir des enfants, de fonder une famille, de construire une maison, de voyager, de bricoler, de peindre, de coudre, d'adopter un animal, tout n'est que projet. En tant que maman et en tant que femme, sans faire de généralisation, on a de nombreuses contraintes et souvent peu de temps pour soi. Mais il me semble qu'il est important et bénéfique de s'accorder des petits moments pour faire des projets qui nous tiennent à cœur. Un projet n'a pas besoin d'être gros pour vous apporter beaucoup de plaisir et pas besoin d'être compliqué non plus. Vous pourrez par exemple juste prendre le temps de faire des petites créations, que ce soit en couture, en peinture, en sculpture, ou prendre le temps d'aller faire un peu de sport. L'important c'est de vous accorder le temps de faire quelque chose que vous aimez, histoire de décompresser. Et si vous avez des rêves, vous pouvez y mettre le temps qu'il vous faudra pour les réaliser. Il se peut aussi qu'avec le temps, ou au fil de votre vie, des rencontres vous amènent à changer vos plans, vos projets et même vos rêves. Parce qu'on évolue, parce qu'on change, parce qu'on découvre de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, il faut toujours garder en tête
que vous pouvez vous donner les moyens d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, si vous faites tout ce qu'il faut pour y parvenir. Et si un projet ne se fait pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'un meilleur va arriver. Ne vous laissez jamais décourager par ceux qui vous diront que c'est impossible. Je reviendrai aussi sur cette notion de l'impossible pour vous démontrer que c'est une notion tout à fait relative et facile à démonter de toutes pièces. Mais en attendant, je vous encourage vraiment à réfléchir à tout ce que je viens de vous dire et à prendre le temps de vous autoriser à rêver. Pour conclure cet épisode, j'ai choisi cette citation de Walt Disney que j'aime beaucoup et qui convient à merveille au message que je voulais vous faire passer. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Nous voilà donc à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous amènera à trouver le chemin d'un petit ou d'un gros projet qui vous permettra de vous faire plaisir. Et en attendant mon prochain podcast, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis au revoir et à bientôt.